parler d'une personne qui va venir sur cette scène accompagnée de notre parrain. Elle est cuisinière de formation, elle s'appelle Estelle Touzé, c'est une épicurienne de la vie. Elle a un parcours des plus impressionnants dans les plus grands palaces parisiens, au Bristol en 2003, au Crillon en 2005, au Tom Hickens à Londres en 2006, au Meurice en 2008, au Ritz en 2015. En 2020, elle décide de mettre à profit ses 20 ans d'expérience et d'expertise au service des dirigeants pour les conseiller en vin, en management et en hospitality. Elle a été nommée 3 fois meilleure sommelière de l'année en 2010, 2011 et 2012. Elle est chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres, chevalier de l'Ordre national du mérite agricole, et elle va monter sur cette scène accompagnée de Jean-Loup Roger, qui est le président directeur général d'Implid, cofondateur de l'entreprise du futur, propriétaire du château de Poncier. Nous y reviendrons dans cette intervention et parrain de cette plénière. Merci d'accueillir nos 2 derniers intervenants, Estelle et Jean-Loup. Ils arrivent. Rapprochez un peu. Bien, merci d'être avec nous tous les deux pour clôturer cette matinée. On parle de cet enjeu de la stratégie. Quand on a préparé cette intervention ensemble, on s'est dit, dans la stratégie, il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux de transformation et c'était extrêmement inspirant de s'intégrer, de s'inspirer des grands palaces. Moi, je le dis souvent aux équipes, ce qui fait la différence entre un hôtel classique et un palace, c'est la constance dans l'excellence. Et on en a beaucoup parlé aussi avec Jean-Loup dans cette préparation. Comment la constance dans l'excellence peut nous amener à surperformer dans nos transformations d'entreprise. Et je crois qu'il y a notamment 3 angles, 3 types d'excellence qu'on aimerait partager aujourd'hui. La première, c'est l'excellence technique. Est-ce que tu peux nous parler, ma chère Estelle, de comment cette excellence s'incarne dans tes palaces, dans ton histoire de vie? Quand on parle d'excellence technique, on parle de quoi? Merci Alban pour cette merveilleuse invitation. Merci Jean-Loup de partager ce moment. Et juste un tout petit mot pour rebondir sur les propos de Martin. J'ai travaillé dans des très beaux établissements parisiens, non pas pour les ors et les étoiles qu'ils affichent, mais pour les dirigeants, les chefs sommeliers, les chefs de cuisine qui pilotaient ces maisons-là. Voilà, le propos qui vient d'être tenu résonne à 8000% et je tenais juste à le soutenir et à le féliciter. Effectivement, dans mon métier, dans mon corps de métier, celui de la sommellerie, à travers la vie de palace, puisque j'ai eu une vie de palace, on parle d'expérience et d'excellence technique. Moi, je l'associe à l'excellence du savoir-faire. 3 points qu'ils définissent. Ah, il y a peut-être un petit... Oui, il y a beaucoup d'écho, s'il vous plaît. Ah, c'est le micro. Je le baisser alors. Je le baisse. Super. Est-ce que l'écho a disparu? Je pense, ça va mieux. Bien. Super, parfait. Ce fameux savoir-faire, comment on le définit et surtout quels ancrages on met en place pour pouvoir, non pas imposer, mais pouvoir mettre en place cette fameuse constance. C'est une qualité d'exécution irréprochable. Je pense que David Tissot peut nous en parler. Et cette qualité d'exécution, elle se traduit dans nos métiers, notamment en cuisine, par le fait d'avoir des fiches techniques extrêmement précises et pointues, par des pesées, puisqu'on ne va pas mettre du sel et du poivre, un assaisonnement aléatoire, bien au contraire, tout est pesé, on va aller jusqu'à éplucher les petits pois, on va vraiment pousser à l'extrême cette fameuse qualité d'exécution. Dans mon métier, dans celui de la sommellerie, ça se traduit par un balai parfaitement orchestré pour que vos verres de vin soient toujours remplis à une certaine quantité, pas trop, et suffisamment pour que vous puissiez vous délecter de toutes les saveurs du vin dans votre verre. C'est également poser la bonne question à ses clients. Écouter la réponse, bien évidemment, mais surtout poser la bonne question. Je veux pour anecdote une expérience vécue. J'étais jeune sommelière à l'époque, encore jeune et fraîche, et l'un de mes clients me demande, j'arrive avec la carte des vins, et celui-ci me demande de lui servir mon dernier coup de cœur. J'étais extrêmement touchée, honorée. C'était une des premières fois où on me demandait, en tant que femme sommelière, je faisais partie des premières à l'époque, où on sollicitait en tout cas mon avis et mon coup de cœur.
Je me suis bien évidemment empressée d'aller lui chercher la bouteille découverte peu de temps auparavant, un vin du Languedoc épicé, joyeux, racé, avec des tanins soyeux, et puis vraiment une extrême gourmandise. Et je sers ce vin, ravie, je le décante, je mets une magnifique verrerie, et je vois le visage de mon client s'effondrer. Devant moi, le sourire que j'attendais n'était bien évidemment pas affiché. Et le client me dit, écoutez, votre vin, peut-être qu'il est très bon, mais en tout cas, il ne me convient pas. C'est pas ce que je souhaite. Et oui, puisque je ne l'avais pas questionné sur ses goûts. Je ne lui avais pas demandé ce qu'il aimait. Je lui avais servi ce que j'aimais. Et dans notre métier, il faut cultiver la différence. Cultivons la différence de goût. C'est ce qui fait la pluralité, la diversité de notre terroir. Et toutefois, je n'avais pas été à l'encontre des besoins de mon client. Erreur fatale, et dans une très belle table étoilée dans un très joli palace, c'est du plus mauvais effet que de servir un vin qui n'est pas au goût du client, quand bien même il n'avait pas de défaut. Mais je n'avais pas posé la bonne question. Ça revient à ce que tu disais en ouverture de ce congrès. L'enjeu, c'est d'apprendre de ses erreurs, en tout cas. Exactement. Et l'enjeu, ne pas répéter ses erreurs. Pour cela, on a mis en place quelques moyens techniques. C'est là où la digitalisation nous aide dans nos métiers extrêmement manuels et d'artisans. Dans beaucoup de palaces, et dans le dernier en date, qui est le Ritz Paris, pour sa réouverture, l'idée était justement de pouvoir créer des protocoles. Et ça, c'est vraiment l'ancrage principal pour avoir une constance dans tout corps de métier, et était d'avoir un système qui nous permettait de tracer nos clients à différents moments de leur expérience, et de se dire, tiens, Jean-Loup Rocher est arrivé à l'hôtel, déjà son avion avait du retard, bon, pas de chance, Jean-Loup, je suis désolée. En plus de ça, il est arrivé à l'hôtel, sa chambre n'était pas prête, il a voulu quitter sa chambre, la poignée de la porte de sa chambre lui est restée dans la main. Là, je suis un chat noir quand même. Oui, là, ça commence un petit peu à faire, je suis désolée, Jean-Loup, mais généralement, tout se passe sur la même personne. Et puis, tous les grains de sable se sont accumulés au cours de la journée. Mon client arrive dans le restaurant. Moi, j'ai eu les informations comme quoi, bon, a priori, c'est le chat noir, donc on va en prendre soin et on va faire attention de ne pas répéter les erreurs qui sont techniques ou qui sont humaines, qu'il a en tout cas traversées durant cette journée, qui sont inhérents à ma position, mais en tout cas ne pas répéter ces erreurs en justement en ayant l'information et toute cette donnée sur ce qui s'est passé. Cette excellence technique, Jean-Loup, en rebond, comment ça s'incarne chez Implid au quotidien? Elle nous a parlé de qualité d'exécution, de bonnes questions, d'apprendre de ses erreurs. Je crois qu'on vit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous aussi, on est né de métier d'expert, hein. Donc la beauté du geste, il faut savoir la reproduire. Peut-être ce qu'on pouvait imaginer, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait être peut-être un hôtel 3 ou 4 étoiles, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être être juste confirmé, et qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit palace, hein. C'est-à-dire que le client, il a le choix, hein. C'est comme Netflix et les vidéos, hein. Et donc, si on n'est pas excellent dans le geste, si on n'est pas expert, eh bien, il ira voir ailleurs. Mais comme la bouteille de vin, il faut lui produire le bon geste. Si on est le meilleur dans je ne sais quelle démarche fiscale, mais que ça n'intéresse pas le client et que le client est venu pour du RH, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se tourne de plus en plus vers le client et savoir ce qu'il veut, mais également que l'organisation se tourne vers les équipes pour savoir également ce qu'elles veulent. Et on fait un petit peu le lien des différentes interventions de tout à l'heure. Et ce qui est dur pour un expert, parce qu'un expert, il a répété le geste des milliers et des milliers de fois, il pense que bien voilà, c'est son geste suffit. Et aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut qu'il soit adapté à la fois à l'ambition du client et à la fois à l'ambition des équipes. Et donc, il y a tout ce système de cohérence et de sens dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé d'excellence technique, on parle aussi d'excellence émotionnelle. C'est quoi l'excellence émotionnelle dans ton univers, ma chère Estelle, et comment ça s'incarne au quotidien? Alors l'excellence émotionnelle, je l'associe à l'enchantement client. Lorsqu'on travaille dans l'hôtellerie-restauration, et qui plus est au sein des établissements que j'ai eu la chance de fréquenter, on a alors une culture d'entreprise, ou en tout cas une culture collaborateur, qui est d'aller chercher au quotidien de la data. Ça, c'est vraiment notre... on a été un peu picousé à ça, et ça devient une quête perpétuelle, permanente. C'est pas une compétition, mais presque d'aller chercher la data sur nos clients. De se dire, attention, Alban Guyot adore les cafés lattés au lait
d'épeautre, comme tout le monde le sait, et adore le chocolat noir à 85% de chez Patrick Roger, par exemple, et adore bien évidemment les vins du Beaujolais, du château de Poncier, sur l'appellation Fleury. Voilà, ça c'est donc tout ça, on l'emmagasine au fur et à mesure. On va aussi aller chercher des informations ça et là, c'est-à-dire qu'on vient récupérer notre client à l'aéroport, on fait le pick-up. Pendant le transfert entre l'aéroport et l'établissement, on va glaner quelques informations qu'on va noter. On entend également que peut-être la personne adore le foot, est un fervent supporter de l'OL, merci. Et donc, on va pouvoir aller mettre toutes ces informations dans notre petit book, dans notre petit fichier secret, qui nous serviront à des fins purement émotionnelles, en tout cas qui nous serviront à enchanter notre client, puisque notre deuxième non pas ambition, mais motivation après aller glaner de la data, c'est les utiliser et se dire, ben voilà, comment je vais surpasser l'attente de mon client. Il faut peut-être l'écarter un peu. Peut-être lui donner un micro, peut-être comme ça. Hop, tiens, est-ce que tu veux prendre un micro? Peut-être ça ira mieux. Merci. Comment je vais surpasser l'attente de mon client, justement avec toutes ces datas récoltées. Expérience qui m'est arrivée, j'arrive au New York Palace, je fais mon check-in, j'échange avec la chef de réception, elle me pose des questions, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'aime faire, je lui dis que je suis musicienne, violoniste. Le temps d'arriver en chambre, le téléphone sonne et elle m'informait qu'elle avait 2 places pour moi, le soir même, pour une comédie musicale. Extraordinaire, je n'avais rien demandé. Anticipation du besoin qui correspondait à mon besoin égale enchantement client. Et qu'est-ce que ça a coûté? Rien, juste d'aller poser les bonnes questions, d'avoir récupéré de la data et d'avoir su la transformer à bon escient. L'enjeu de la data, tu disais, il est extrêmement important. Et pour rebondir aussi, mon cher Jean-Loup, chez Implid, cette excellence émotionnelle, comment elle s'incarne, l'un des enjeux de cette data, c'est aussi que tous les collaborateurs en soient acteurs. C'est-à-dire que ça ne marche pas si tout le monde n'est pas acteur de cette excellence émotionnelle. Comment ça s'incarne aussi de ton côté chez Implid? Alors nous, ça s'incarne. Alors déjà, la data, c'est quand même le cœur de nos métiers, hein, puisqu'on construit nos métiers parce qu'on a de la donnée. Hein, donc on est obligé d'enquêter si on est consultant sur les données pour bien répondre aux clients. Si on est expert comptable, eh bien, on a de la donnée comptable pour faire le bilan, etc. Donc la donnée, c'est le cœur de nos métiers. Et pour pouvoir justement que le client perçoive cette valeur, eh bien l'important c'était de l'incarner. Et nous, on a souhaité l'incarner avec notre marque Implid, qui est construite sur une raison d'être et la manière de faire cette raison d'être et les valeurs qui y sont attachées. Donc cette raison d'être de faire grandir, ce sont des données à chacun de l'élan pour grandir jour après jour. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de collecter un maximum de données pour à la fois faire grandir le client et pouvoir l'accompagner bien sur les bons métiers qui vont le faire grandir. Hein. Donc métier de comptable, peut-être si on se rend compte qu'il y a des problèmes de RH, eh bien de paye, de droit du social, etc., de recrutement, de management de transition. Et puis également, c'est de la manière dont on le fait. Donc la manière dont on le fait, c'est des valeurs de collectif, d'engagement et d'audace. Et le collectif a de l'importance, puisque la donnée, il faut la partager. Et nous, depuis le début, on essaye de partager tout ce que l'on fait et de mesurer ce que l'on fait à l'aune du maillon le plus faible. C'est pour ça que nous sommes sponsors de pas mal d'équipes de rugby, pardon pour le foot, et, parce que l'équipe de rugby, ça joue ce collectif. On voit le collectif, ça joue en arrière. Hein, ça, on voit qu'il y a des équipes qui sont tous de taille différentes. Les équipes sont constituées de personnes qui sont de tailles différentes et d'expertises différentes. Et c'est comme ça que voilà, on voit l'importance de collecter cette donnée, de la transmettre les uns aux autres pour que c'est du sens jusqu'au client. Mais c'est une gageure, ce n'est pas parce qu'on veut le faire. Et pour pouvoir y arriver, c'est l'engagement, l'alignement. Et c'est toujours pareil, c'est le manager leader qui va falloir que finalement, on va avoir envie de le suivre et avoir envie de mettre cette data au service à la fois des équipes et des clients. Tu parlais du collectif, c'est justement le dernier pilier de cette excellence, c'est l'excellence RH, l'excellence humaine. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience dans cette excellence humaine, à vouloir cultiver le goût de l'effort? Je sais que c'est des choses qui sont très importantes dans les palaces que tu as fréquentés. Exactement, l'excellence RH, l'engagement humain. Alors ce goût de l'effort, une image qui me tenait à cœur, c'est celle de la mère Brasier que vous voyez s'afficher. La mère Brasier, vous la connaissez toutes et tous si vous êtes lyonnais de cœur ou d'adoption. Elle a éduqué, elle a mentoré et elle a accompagné
bien nombre de grands chefs. On voit Paul Bocuse au fond à gauche de cette image, Alain Passard, chef étoilé 3 étoiles Michelin, qu'elle a également pris sous son aile à un moment donné, enfant issu de l'assistance publique, qu'il reconnaît encore et qui témoigne de la puissance de cette femme qui l'a absolument fait grandir et en tout cas soutenue, mentorée et qui a été proactive dans le fait de faire grandir ses collaborateurs et de les faire évoluer au sein de l'entreprise. Et puis au bout d'un moment, de leur dire « Ok, maintenant tu es prêt, il faut que tu prennes ton envol ». Chose qui est toujours très difficile à faire dans une entreprise. Moi-même, c'est toujours un moment où on doit couper le cordon qui est très sensible. Toutefois, savoir faire grandir ces équipes en interne ou en externe, on sait que un jour ou l'autre, on les reverra, ou en tout cas qu'il y aura voilà, la puissance du collectif et du réseau qui agira grâce à ces pratiques-là. J'ai eu la chance aussi de vivre dans des entreprises où il y avait cette fameuse culture d'entreprise du savoir-être avec un code of conduct, certes qui peut être strict avec un champ lexical militaire, mais qui m'a donné aujourd'hui une ligne de conduite, une base, et qui fait que cette transmission, elle a une saveur particulière envers mes équipes et que vraiment en tant que manager ou dirigeant, je reste convaincue qu'on a ce devoir d'éduquer, je le mets entre guillemets, avec beaucoup de bienveillance et une certaine distance à entretenir, mais à éduquer nos équipes pour qu'elles puissent aller dans la direction et qu'ils aient envie de nous suivre, toutes ces fameuses équipes. Ça, c'est vraiment une valeur qui résonne et je remercie vraiment Martin d'avoir mis le doigt dessus parce que j'ai eu la chance de le vivre durant ces plus de 25 ans au sein de ce secteur de l'hôtellerie-restauration de luxe. Jean-Loup, tu nous disais que le mantra d'Implid est au cœur de cette excellence humaine, comment ça s'incarne avant de clôturer, de conclure cette table ronde, cette excellence humaine chez Implid, quand on donne de l'élan pour grandir jour après jour. Je crois que Estelle a tout dit, ça se fait vraiment dans la transmission, hein, avec la faveur de la mère Brasier. Hein. Il faut avoir envie de transmettre, mais la transmission, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de l'exigence, hein, et de la reconnaissance, hein, pour faire le lien aussi avec ce que disait Martin tout à l'heure. Donc toute cette méthode, c'est de dire à un moment, ben voilà, il faut faire envie. Et si on fait envie, ben c'est parce qu'on a fait un beau geste, on a créé de la satisfaction, on a créé du bonheur chez un client, chez une équipe. Et tout ça, ben ça s'apprend avec rigueur, avec beaucoup d'exigence. De vouloir abandonner et finalement de mettre des tas de choses pour que les gens restent. Mais on voit bien chez Facebook, ben ça, les gens ne restent pas si longtemps que ça. Il faut avoir l'exigence et après, il faut savoir reconnaître. Et c'est peut-être là aujourd'hui qu'on a plus de difficultés parce que les modes de reconnaissance d'hier ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On a vite fait le raccourci d'imaginer que le salaire est un mode de reconnaissance, que le merci est un mode de reconnaissance, que la promotion au poste de manager est un mode de reconnaissance. Ce n'est plus que ça, les modes de reconnaissance. Et aujourd'hui, ben, on a un travail important sur ces modes de reconnaissance et je crois qu'on est en train de le faire en alignant bien, voilà, notre ambition, notre raison d'être, la manière dont on les porte et puis l'exécution et la satisfaction de nos clients. Et on est content aujourd'hui que 89% de nos clients soient satisfaits de ce que l'on fait. Merci. On va conclure cette matinée, cette table ronde, et tu nous as partagé, ma chère Estelle, qu'entre l'excellence et la constance dans l'excellence, il n'y a qu'un vert. On va afficher à l'écran ce que veut dire ce mot vert. Exactement. Vision, engagement, rigueur, rêve et exemplarité. Et je vais demander d'ailleurs qu'on puisse amener une petite bouteille du château de Poncier, si tu le veux bien, et puis qu'on puisse prendre un verre pour goûter. Avec grand plaisir. Voilà, on va se prendre un petit verre en clôture. Je ne sais pas où est la bouteille, mais je pense qu'on va amener 2 verres. On va amener une bouteille, on va goûter ce vin. Parce que, mon cher Jean-Loup, on a fait une belle surprise à tous nos dirigeants aujourd'hui. C'est qu'ils vont passer à table. Et sur chacune des tables, nous avons souhaité mettre une bouteille du château de Poncier pour que toutes et tous, vous puissiez goûter ce vin pour lequel Estelle va nous partager son impression. Quelle chance d'allier l'utile à l'agréable. Merci. Je me permets, en attendant qu'on sert, on va, dans la foulée de cette dégustation, passer au déjeuner. Vous avez toutes et tous sur vos badges votre numéro de table qui est inscrit sur vos badges. Si sur votre table, c'est marqué placement libre, vous pouvez vous adresser aux hôtesses. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez déjeuner, mais votre table est inscrite sur votre badge. Vos chevalets sont présents sur vos places. Donc, s'il vous plaît, respectez bien les places et les numéros de table qui vous ont été affectés. On va partir déjeuner dans la salle juste à côté et à 14h30, on montera à l'étage pour les masterclass.
Donc je sais qu'à peu près 200 d'entre vous ont réservé des places pour les masterclass, mais beaucoup ont décidé de choisir sur place. Donc ça se passera à l'étage. Et je vous remercie par avance pour votre engagement et votre respect de rester dans ces masterclass et de confirmer votre engagement d'inscription parce que tous les dirigeants ont travaillé pour préparer ce contenu. Alors, un peu d'attention pour cette dernière dégustation avant de passer à table. Alors, un rapide mot avant que vous puissiez profiter de ce très joli vin. Alors, l'exercice est peut-être une torture pour vous, car nous avons la chance d'être servis. Mais je crois savoir que vous allez pouvoir déguster ce château de Poncier tout à l'heure à table. Moi, en tout cas, je suis ravie parce que je dégustais ce château pour la première fois hier soir. En tout cas, j'ai commencé. Sur cette appellation fleurie, vous partez dans le Beaujolais, non loin d'ici. Et sur une appellation qui a une typicité d'un point de vue géologique d'avoir des sols de granit. Toutefois, et là c'est Jean-Loup qui va en parler, sur cette parcelle des Mauriers, pardonnez-moi, merci, il y a une typicité que Jean-Loup va vous partager. Moi en tout cas je suis ravie de découvrir un vin identitaire et iconique du Beaujolais où a été préservé l'extraction, la concentration. On a un nez extrêmement aromatique, de petits fruits rouges. Vraiment, vous fermez les yeux, vous identifiez ce petit panier de fruits rouges, des notes légèrement poivrées, épicées, et puis une bouche friande, gourmande, une très belle acidité qui permet de rafraîchir le palais en finale et qui donne une superbe allonge, des notes légèrement graphites. Vous connaissez les notes graphites, ce crayon de papier, vous voyez, typique avec cette petite note fumée qu'on va retrouver à travers le terroir aussi. Et en tout cas, un vin qui offre suffisamment de mâche et de concentration pour pouvoir s'associer avec des viandes blanches, des viandes rouges. Je pense que la saison estivale a commencé dans tous les jardins, dans tous vos jardins. N'hésitez pas à y mettre une magnifique côte de bœuf légèrement maturée dans son plus simple apparat et y associer ce superbe fleuri. Pensez aux températures de service qui, elles aussi, sont importantes. Ne pas mettre de bouteilles de vin dans un seau à glace, s'il vous plaît, ça ce sont les best practices que je recommande au quotidien. Toutefois, vous pouvez la mettre un tout petit peu dans votre frigo ménager avant de la servir. Il fait très chaud dehors, vos verres, eux, sont à température ambiante. Le vin va déjà prendre 2 à 3 degrés à l'averse. Donc, n'hésitez pas à légèrement rafraîchir le vin, ne pas le glacer, s'il vous plaît, parce que le fait de glacer un vin, blanc ou rouge, va figer les arômes et les tanins. Donc, vous aurez cette sensation tannique extrêmement acerbe en bouche et ce n'est pas du tout le cas sur ce superbe fleuri. Merci en tout cas pour la dégustation et pour ce superbe cru et je vous encourage à aller visiter le domaine. Millésime 2018, je te laisse la parole Jean-Loup pour en parler. Merci pour l'avoir mis en valeur à ce point, merci beaucoup Estelle. Donc 2018 c'est une année qui était un petit peu particulière, une année où il y a eu beaucoup de pluie et de chaleur au printemps. Et puis après, il y a de nouveau eu un été assez pluvieux, donc c'était assez problématique. Et heureusement, on a eu beaucoup de sécheresse en fin d'année, en fin de mois d'août et septembre. Et on a pu faire une vendange avec un fruit qui était, des raisins qui étaient magnifiques, dans un état sanitaire très bien. Sachant qu'il a fallu cet état sanitaire le maintenir tout au long de l'année. Et comme nous sommes en bio, tout est fait à la main. C'est un parcellaire qui est tourné vers le nord, sur Moulin à Vent. C'est un parcellaire très pentu, tout le travail est fait au treuil, donc c'est un travail très exigeant à la pioche. Donc dès qu'il pleut et qu'il fait chaud, c'était bien pour faire grossir le raisin, mais ce n'était pas très bien pour les maladies. Donc il a fallu faire beaucoup de traitements. Donc je suis content que on voit tout ce qui a été fait, tout le travail humain qui a été fait pendant la période. Et c'est un vin qui est sur un sol de quartz rose. Donc c'est un sol exigeant qui ne tient pas l'eau. Donc il faut qu'il pleuve régulièrement et qu'il fasse beau régulièrement. Donc quand on a quelque chose, qu'on a un produit qui est top, on est très content. Et sur ce millésime 2018, c'est vraiment pour moi la signature du château de Poncier. Et je suis très fier de le partager avec vous aujourd'hui. Bravo, merci beaucoup. Un immense merci à tous les deux et je clôture juste cette session puisqu'il y a une personne qui généralement est toujours présente à l'entreprise du futur depuis beaucoup d'années et aujourd'hui elle n'a pas pu être présente parce qu'elle était à Paris. Cette personne, il s'appelle Patrick Martin et nous avons eu l'information ce matin comme quoi il venait de prendre officiellement la présidence du MEDEF. Donc on peut l'applaudir et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, on va l'afficher.
Pour celles et ceux qui souhaitent monter sur scène et faire une photo qu'on lui enverra dans l'après-midi pour le féliciter, n'hésitez pas. Et sinon, pour tout le monde, c'est sur la gauche que se passe le déjeuner. Un immense merci encore à vous tous et très bon après-midi, très bonne journée.